Très bien. Eh bien, nous allons reprendre cet après-midi qui commence donc. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir donc maintenant Perrine Simon-Nahum du CNRS qui va nous parler donc de Isaiah Berlin. Et le titre de cette conférence, donc Isaiah Berlin, historien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord, bien évidemment, remercier les organisateurs du colloque, Antoine Compagnon, Alain de Libera, aussi Alexandre de Vitry et David Simonetta de m'avoir convié à y participer. Et je pense que la brièveté du titre de cette communication vous aura mis la puce à l'oreille, finalement, sur ma perplexité et mon interrogation devant l'immense œuvre d'Isaiah Berlin. En effet, Isaiah Berlin n'a jamais cessé de faire de la philosophie. Alors, on connaît sa carrière, que je rappellerai en quelques mots. Vous savez qu'il est né... Non, voilà, c'est mieux comme ça. Il est né à Riga en 1909. En 1915, sa famille s'installe à Andrinople, puis en 1917, au moment de la Révolution, à Pétrograd, avant d'émigrer à Londres en 1921, non sans avoir fait un bref retour à Riga en 1920. Isaiah Berlin fait l'ensemble de ses études à Oxford entre 1928 et 1932 en humanité, puis en philosophie politique et en économie, avant de devenir en 1933 le premier juif élu au Sauls College et le troisième juif en fait à faire partie, à entrer dans le corps professoral d'Oxford. Il fait son premier voyage en Palestine en 1934 et durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour les renseignements britanniques, d'abord à Washington entre 1940 et 1942, puis à l'ambassade britannique à Washington entre 1942 et 1946. Le fait notable de la fin de la période de la guerre, c'est qu'il fait un séjour assez long en Union soviétique, séjour au cours duquel il se lie d'amitié, notamment avec Anna Akhmatova et Boris Pasternak. Il retrouve Oxford, obtient en 1950 un Research Fellowship au Sauls College et en 1957 devient le Shishler Professor of Social and Political Theory à Oxford. Et vous savez que la célèbre conférence inaugurale qu'il va prononcer en 1958 est celle qui porte sur les deux concepts de liberté. Et il occupe cette chaire, en fait, jusqu'en 1967, chaire qu'il quitte pour devenir l'année suivante le président fondateur du Wolfson College, dont il prend sa retraite en 1975 et il disparaît en 1997. Lui-même affirmait, à la fin des années 50, être passé de la philosophie à l'histoire des idées. Et faisant allusion à un entretien qu'il aurait eu avec le professeur Schaeffer, professeur de logique mathématique à l'université de Harvard, il disait en fait vouloir se consacrer plus volontiers à un champ d'études dans lequel les progrès accomplis en matière de connaissances pouvaient être objectivement mesurés. Je cite, « in which one could hope to know more at the end of one's life than when one had begun », plutôt qu'à la philosophie, qui était à ses yeux certes fascinante, dit-il, mais dont il dit immédiatement qu'elle n'ajoute rien au savoir positif. Emboîtant le pas, on sait que ces exégètes ont depuis coutume de distinguer en fait entre ces textes de philosophie politique, notamment, vous savez, sa théorie de la liberté négative, et les essais d'histoire des idées. Pourtant, c'est bien sur le terrain des principes philosophiques que certains des meilleurs historiens des idées du monde universitaire anglo-saxon, mais aussi spécialistes de philosophie politique et du droit, Ronald Dworkin, Mark Lyell, Avishai Margalit, et pour quelques-uns disciples de Berlin, ont débattu après sa mort, notamment dans un volume réalisé à partir des articles publiés en 1998 dans le New York Times, de l'apport des travaux d'Isaiah Berlin. Et c'est donc en replaçant chacun de ces termes, donc histoire et idée, en les replaçant dans un horizon philosophique,
qu'il faut tenter, me semble-t-il, de comprendre le sens de l'entreprise lancée par Isaiah Berlin, à la fois, je dirais, dans sa singularité, mais aussi comme une invitation lancée aux contemporains que nous sommes d'agir dans le monde et de le transformer. Alors, le contexte dans lequel paraissent la plupart des grands textes publiés par Isaiah Berlin dans le domaine de l'histoire des idées, qu'il s'agisse des textes théoriques ou de ceux dans lesquels il aborde certaines des grandes figures de la pensée et définit des objets qui lui seront propres, Vico, Herder, les Contre-Lumières, Joseph de Maistre ou Georges Sorel, mais aussi, vous savez, les penseurs russes comme Herzen en particulier. Ce contexte est celui des discussions des années 1950 qui portent à la fois sur les pensées de l'histoire et sur la manière d'appréhender, d'évaluer, de définir ce qu'est une révolution épistémologique. Il s'agit alors pour des penseurs qui sont idéologiquement proches de Berlin, et je pense du côté français à Raymond Aron par exemple, à la fois de développer une philosophie critique de l'histoire qui s'élève à la fois contre les visions téléologiques affirmées notamment par les historiens marxistes, mais également, je dirais, à l'autre bout du spectre, contre les philosophies pluralistes de l'histoire que l'on trouve cette fois développées sous la plume de Spengler et de Toynbee. Et s'il construit sa pensée de l'histoire à partir de cette critique des philosophies de l'histoire, Isaiah Berlin ne se contente pas de soumettre, à mon sens, la démarche historique au raisonnement philosophique, et encore une fois, on peut penser ici au Raymond Aron de Paix et guerre entre les nations, mais il définit une histoire qui, portant sur les idées, est de ce fait de bout en bout philosophique. Il faut, pour le comprendre, me semble-t-il, repartir de la critique qu'il livre de la philosophie d'Oxford et de l'empirisme logique, mais également de la manière dont il conçoit les idées à partir d'une critique du langage et des opérations intellectuelles auxquelles celui-ci donne droit. L'histoire des idées devient en quelque sorte pour lui le lieu où il est désormais possible d'identifier les véritables questions, les véritables problèmes que pose la philosophie. Connaissance, langage, logique d'une pensée philosophique qui se confond avec la tâche de la philosophie, tels sont, me semble-t-il, les trois termes sous l'égide desquels il convient de placer cette histoire des idées dessinée par Isaiah Berlin. C'est dans l'éloignement précoce du point de vue du positivisme logique et la manière dont il nous revient de connaître le monde qui nous entoure que se comprend, je crois, la démarche du jeune Isaiah Berlin. Et de façon plus affirmée encore, je crois que ne le suggère Bernard Williams, l'un des plus fins connaisseurs de son œuvre, l'histoire des idées s'affirme très tôt chez lui comme finalement la manière la plus adéquate de rendre compte de la réalité et donc susceptible de se substituer aux thèses de cet empirisme logique. Le volume de correspondance, paru sous le titre « Flourishing » et qui retrace les années 1928-1941, porte la trace des échanges quotidiens qu'eurent, à partir de 1933, Isaiah Berlin et J.L. Austin, élu à Oxford un an après lui. Dans une lettre à Elizabeth Bowen, qui date du 13 mars 1935, Berlin a d'ailleurs cette formule « I'm always in ». Il désigne par cette expression en fait la force du dialogue entretenu avec Austin. Le cercle de discussion, vous le savez, s'élargit à partir du printemps 1937, incluant désormais d'autres philosophes, d'autres jeunes philosophes, Alfred Heyer, Stuart Hampshire, Donald McKinnon, Donald McNabb et Anthony Woosley. Les débats se tiennent tous les mardis soirs dans les appartements de Berlin durant les 2 années qui suivent. Et les discussions du groupe, donc connues sous ce nom de philosophie d'Oxford,
porte, au cours de ces années-là, sur les théories des données du sens de Price et Broad, sur les vérités a priori, sur le caractère logique des raisonnements contrefactuels et leur vérification, mais également sur la nature de notre identité et ce qui nous relie aux autres. Et dès le départ, dans sa correspondance, Berlin souligne l'opposition qui se fait jour entre Austin et Heyer. L'article de Heyer, consacré au Tractatus de Wittgenstein, marque, on le sait, en 1932 le début de ce positivisme, qui sera relayé par la suite dans un certain nombre de revues dans lesquelles vont publier ces jeunes philosophes. Et dans la parution de son volume, en 1936, Langage, vérité et logique, Heyer se fait le défenseur d'un positivisme radical. Il définit comme une pseudo-proposition toute énonciation d'un jugement dont l'affirmation de la vérité ou de la fausseté ne serait liée à aucune affirmation concernant la nature de son expérience future. L'énonciation peut avoir, pour celui qui la profère, un sens émotionnel. Elle n'en sera pas moins dépourvue de tout sens littéral. Ainsi, il juge que les propositions normatives, morales ou politiques, ne peuvent jamais revêtir de caractère de vérité. Et donc le conflit se joue au travers de ces thèses selon laquelle finalement le langage serait logiquement parfait et reflèterait en quelque sorte la structure de la réalité. Il me semble que Isaiah Berlin va en fait très tôt, même dès les premières années de discussion, prendre ses distances par rapport à l'ensemble de ces théories pour montrer que finalement il n'est pas possible de fonder la vérité sur une définition qui serait trop limitée du langage et que quand on fait de l'histoire des idées, de la philosophie et de l'histoire des idées, en fait il faut chercher bien au-delà de ce cercle restreint, à savoir que le pouvoir cognitif des mots vaut à ses yeux non pas par la portion de réalité qu'ils nous permettent qu'ils nous livrent immédiatement, mais à travers l'usage commun que nous en avons. Comment dès lors rendre compte du monde qui nous entoure ? Il me semble que telle est la question qui va conduire Isaiah Berlin, depuis la fin des années 30, donc jusqu'au début des années 1960, à élaborer une théorie propre de la connaissance historique. À travers une discussion du langage et de la notion de signification, celle-ci repose sur un principe d'intelligibilité, et je cite là donc le terme qu'il emploie, qui engage, à travers l'emprunt fait à Dilthey et à Weber de la notion de compréhension, Verstehen, et dans le cadre d'une histoire définie, me semble-t-il, comme une science de l'esprit, un processus d'édification de l'histoire comme seul capable de rendre compte des mondes intellectuels qui se sont succédés depuis les débuts de l'humanité. Il s'agit donc ici de penser les idées non seulement comme le lieu où, évidemment, le langage rencontre l'action, mais plus encore, je dirais, comme le mode philosophique qui permet de saisir la dynamique de l'histoire. L'ensemble des essais, réunis dans le recueil intitulé « Concepts and Categories », nous livre, me semble-t-il, l'architecture interne de ce que Berlin appelle « histoire des idées », et qui a donc, on l'a compris, et depuis le début de ce colloque, c'est ce qui est apparu nettement, qui a donc très peu à voir avec ce qu'on peut faire à la même époque, notamment en France, sous le nom d'histoire des mentalités. Ces articles ont pour caractéristique de situer la discussion historique au cœur des problèmes traités par la philosophie d'Oxford et, me semble-t-il, dans les termes précis dans lesquels celle-ci les pose. Paru sous le titre « Verification » dans les Proceedings of Aristotelian Society et datant de 1938, le premier de la série entreprend de réviser le concept de vérification qui est au cœur de la théorie positiviste.
En fait, Isaiah Berlin s'attache à démontrer que le principe de vérification ne vaut finalement que pour une part limitée du champ du savoir empirique et formel. On ne peut en effet, selon lui, déduire du type de vérification obtenue le genre de signification que contient une proposition. Et là, je crois que Berlin s'oppose non seulement aux propositions de Heyer, mais également à l'aménagement que leur apporte Karl Popper à travers la notion de falsifiabilité. Une grande part des propositions à l'aide desquelles nous comprenons le monde échappe au principe de vérification et donc interdit d'en déduire un principe de classification épistémologique. Berlin amène ainsi au jour l'existence d'un troisième type de proposition, ce qu'il appelle un troisième type de proposition, qui inverserait donc la relation entre intelligibilité et vérifiabilité, à travers la définition de ce qu'il appelle être logiquement concevable. S'agissant de ces propositions, en fait, la vérifiabilité dépend en réalité de leur intelligibilité et non l'inverse. Ce qu'il dit, c'est que quand nous prononçons une phrase qui est comprise de moi et des autres, c'est-à-dire qui inclut une proposition, cela ne signifie rien moins que concevoir quelque chose qui serait s'il était vrai. Donc, ce qui est concevable, écrit Isaiah Berlin, est ce qui, d'une manière ou d'une autre, dit-il, par observation, c'est-à-dire empiriquement, ou par introspection, par mémoire ou par imagination, se rapporte, dit-il, de façon déterminable à quelque chose dont je suis familier. Un peu, dit-il, comme un aveugle de naissance qui arriverait à saisir les expressions visuelles, en fait, par analogie avec les sens qui lui restent. Il m'est alors possible de comprendre et d'en rendre compte. Cela permet à Berlin, dans le même geste d'ailleurs, de disqualifier les affirmations métaphysiques, non pas au prétexte qu'elles seraient invérifiables, mais, dit-il, parce qu'elles prétendent décrire, dans le langage que nous employons pour désigner des situations capables d'être empiriquement expérimentées, quelque chose qui transcende ces expériences et qu'il serait donc impossible de communiquer à l'aide d'une analogie. En 1950, Berlin aborde dans un article intitulé « Logical Transitions » le problème de la traduction, de la traductabilité d'une proposition dans une autre, ce qui l'amène en fait à s'interroger en même temps que sur les critères de sens, sur la validité des processus d'interprétation. Le sens des mots, donc je l'ai dit, d'après lui, ne provient pas de la part de réalités qu'ils nous permettent à laquelle ils nous donneraient immédiatement accès, mais en fait de leur usage partagé, c'est-à-dire du fait que ceux qui les utilisent savent comment et dans quelle situation le faire pour communiquer ce qu'ils cherchent à exprimer. Or, en ce domaine, affirme Isaiah Berlin, il n'existe aucune règle positive, aucune règle formelle. Et de ceci découlent deux conséquences. D'une part, le fait qu'on aurait tort de basculer dans un relativisme complet, et de l'autre, le fait qu'il serait absurde de chercher à distinguer entre un usage métaphorique des mots et un usage non métaphorique, considéré comme plus exact, la loi de développement du langage étant précisément pour lui le développement des métaphores. Donc, chercher à traduire une proposition dans une autre est quelque chose qui est valide, puisque cela détruit, dit-il, des mythes, et que ça permet de gagner en clarté. Reste qu'il arrive un moment où cette traduction n'est plus possible sans caricaturer la pensée, en se conformant à un critère de perfection logique imaginaire qu'accompagne une contrepartie métaphysique, à savoir le fait de chercher à démontrer que le monde possède une structure ultime. C'est pourquoi, ajoute Berlin, de toutes les obsessions métaphysiques, celle de la traduction logique est la plus persistante, celle qui aveugle les philosophes,
les entraînant finalement dans des problèmes philosophiques insolubles car illusoires. On le voit donc, ces réflexions sur le langage comme moyen de connaissance et sa critique du positivisme logique mettent en place les conditions de possibilité pour penser la spécificité de la construction du monde historique. Et telle est la conclusion à laquelle parvient l'article de 1960 consacré à la notion d'histoire scientifique, un article qui, lui, a été très, très souvent commenté. Et d'ailleurs, c'est un de ces articles qui accompagnera la relecture, la redécouverte et la relecture par Isaiah Berlin de l'œuvre de Vico et de celle de Herder. La question qu'il pose, c'est de savoir pourquoi l'histoire tarde à devenir une science. Et il la pose non sans une pointe d'humour, puisqu'il rappelle la réponse faite à cette question par l'historien anglais Thomas Buckle, qui est l'auteur d'une histoire de la civilisation en Angleterre, à laquelle cet auteur répondait que sans doute c'était parce que, en ce qui concerne le pouvoir de l'esprit, les historiens se révélaient inférieurs aux mathématiciens et aux physiciens. L'examen des différentes théories de l'histoire auxquelles se livre Isaiah Berlin est d'abord pour lui l'occasion de disqualifier toute croyance dans une causalité historique qui serait calquée sur la causalité mécanique, la causalité des sciences naturelles. Mais une fois encore, je crois que sa critique des téléologies de l'histoire, qu'elles prennent donc pour cible les historiens marxistes ou se concentrent sur les conception pluraliste de l'histoire, pousse plus loin la réflexion pour s'intéresser à la constitution du monde par l'esprit. Car il ne suffit pas, nous dit Berlin, de comprendre pourquoi dire que Richelieu ne pouvait pas agir comme Bismarck est logiquement impossible en raison de la chronologie, évidemment. Il faut aussi comprendre pourquoi ce qui nous saute aux yeux, si on disait ça, ce qui nous sauterait aux yeux dans cette proposition est son absurdité même. En effet, ce qui est en jeu ici n'est pas l'idée que, évidemment, le XVIIe siècle se situe chronologiquement avant le XIXe. C'est en fait une construction du monde qu'on sent. La manière dont, en prononçant ce jugement, nous faisons en réalité appel à des catégories, à des idées a priori, comme par exemple la société, comme l'histoire, le développement ou la civilisation. Celles-ci peuvent être erronées, elles peuvent conduire à de fausses constructions théoriques, mais elles ne sont pas réfutables empiriquement. Ces visions du monde peuvent faire référence à un ordre vertical, reliant le fait de concevoir, qu'on ne peut évidemment passer directement du XIVe siècle au XVIe siècle, ou horizontale, reliant entre les différents aspects d'une culture, entre eux, comme le font Vico ou Herder. Il n'en reste pas moins que sans ces catégories, sans ces idées a priori, les notions socio-historiques comme celles de typique, de normal, d'anachronique n'auraient en réalité aucun sens pour nous. Plus encore, dit-il, ces idées peuvent se voir modifiées dès lors que la vision du monde d'un individu ou d'une société change. Et c'est précisément ces changements, c'est précisément cette évolution qui constitue à ses yeux, qu'il définit comme étant l'objet d'une histoire des idées. Au-delà de ça, elle nous permet de saisir ce qui fait, aux yeux d'Isaiah Berlin, la spécificité de ce qu'il appelle l'art de l'historien, dont on sent bien finalement tout ce qu'il a de précieux, c'est-à-dire d'humain, ce tissage infini auquel il se livre et dont il dit qu'il ne pourrait être accompli par un cerveau électronique, ce tissage infini des différents concepts et niveaux de représentation dont il perçoit la diversité et la variété, dans la mesure où ils entrent en résonance avec ses propres expériences et sa compréhension du monde.
Alors, l'histoire des idées dont Berlin va lui-même s'appliquer à remplir le programme est donc tout sauf éloignée de la philosophie. Elle est conçue par lui, je crois, comme la philosophie par excellence, dans la mesure où elle seule fait advenir, par le type d'expérience qu'elle interroge et le processus de connaissance qu'elle seule est capable de produire, les véritables problèmes de la philosophie. L'histoire des idées, à ses yeux, est seule capable de nous donner la clé de la construction des mondes intellectuels, dans la mesure où les idées auxquelles elle s'intéresse ne sont plus conçues comme des productions abstraites de l'esprit, mais comme le lieu où se rencontrent le langage et l'action d'un individu pour l'inscrire dans le monde de ses semblables. Ainsi, l'histoire des idées fournit-elle à la fois le contenu de ce qui doit être étudié et les outils pour le faire. Dès lors, l'historien, loin de chercher une sorte d'objectivité de surplomb ou d'adopter une posture idéologique, est-il, dans une certaine mesure, semblable aux individus auxquels il s'intéresse. Et je crois qu'on comprend ainsi la modestie, je dirais, entre guillemets, d'Isaiah Berlin, qui hésita souvent à publier des ouvrages, et en fait, dont les ouvrages sont une somme, chaque fois, d'articles mis bout à bout, plus par des gens qui ont commenté son œuvre que par lui-même. La tâche de l'historien, en fait, ne consiste en rien d'autre que de mettre en accord les faits qu'il étudie et les modèles d'intervention des individus sur fond d'un monde qu'il connaît ou qu'il imagine. Et de ce point de vue, l'histoire des idées ne jouit d'aucun privilège autre que celui d'éclairer les concepts à partir desquels nous lisons nous-mêmes le monde dans lequel nous évoluons. Pratique essentiellement humaine, qui conçoit les individus, je cite, non comme des organismes situés dans l'espace dont on pourrait analyser les régularités de comportement, mais comme des individus agissant, poursuivant leurs propres fins, construisant leur vie et celle des autres, sentant, réfléchissant, imaginant, créant, en constante interaction et intercommunication avec leurs congénères, en bref, engagés dans toutes les formes d'expérience que nous pouvons comprendre dans la mesure où nous les partageons. Ce qu'il appelle, un peu plus loin dans le même article, « inside view ». Alors, comment faire dès lors, et la question a déjà été posée ce matin, dès lors qu'il s'agit pour l'historien des idées de se projeter dans un monde qui n'est plus le sien, dans un monde qui a souvent disparu. Il lui suffira de faire appel, dit Berlin, à ces catégories fondamentales de l'expérience humaine. Ainsi, est-il moins question, à mon sens, de cette empathie que beaucoup, vous le savez, lui ont reproché, que beaucoup ont reproché à Isaiah Berlin de faire preuve, notamment à l'égard de ses penseurs ou de ses courants de pensée considérés comme peu recommandables, qu'il a ressuscités. Je crois qu'il s'agit moins chez lui de mobiliser une émotion que d'obtenir une compréhension découlant d'une opération philosophique, celle qui consiste à inscrire la familiarité d'un individu à un événement dans sa capacité à se rapporter à ses propres expériences et d'en mesurer en même temps le caractère universel, sans que cela porte en aucune façon atteinte à sa capacité de jugement. Et je crois que c'est ce à quoi Berlin fait référence quand il parle de belonging, d'appartenance. Et il me semble que c'est aussi en cela qu'il est notre contemporain. Il a cette réflexion à un moment en disant que quand la Bible, et on sait la place que le judaïsme a tenue dans son œuvre, enfin dans sa réflexion, quand la Bible enjoint aux Juifs de protéger l'étranger, avec cette formule « car moi aussi j'ai été étranger en pays d'Égypte », elle ne fait jamais appel, selon la lecture qu'en donne Berlin, à un savoir objectif, à un savoir déductif ou à un savoir-être, mais un savoir du type de ce qu'il appelle « je sais ce que c'est que d'être pauvre et d'avoir faim ».
Donc il ne s'agit pas d'un savoir qualifiant, essentialisant, il ne s'agit pas d'un savoir-être, il ne s'agit pas même pas de la mobilisation d'une tradition, mais d'un type de savoir qui, me semble-t-il, fait signe vers ce qu'il y a de plus universellement humain dans mon rapport au monde. Faute de quoi, dit-il, l'historien qui mobilise ce savoir ne serait qu'un antiquaire, et l'homme politique, auquel ce savoir est également utile, un piètre dirigeant. L'histoire des idées, donc telle que la conçoit Isaiah Berlin dès la fin des années 1930, n'est donc pas accidentellement philosophique ou accessoirement philosophique, elle l'est par essence, dans la mesure où c'est l'histoire des idées, je l'ai dit, qui permet de mettre au jour les véritables problèmes philosophiques. Et il me semble là que le geste accompli par Isaiah Berlin, c'est en quelque sorte de réouvrir la philosophie à l'aide de l'histoire des idées. Et je dirais qu'on pourrait presque concevoir dans la seconde partie de cet exposé un chemin inverse de celui parcouru en première partie, donc qui nous avait conduit de la philosophie vers l'histoire. À la lumière de cette conception philosophique de l'histoire, on comprend donc comment son opposition à une lecture moniste ou déterministe de l'histoire a conduit Isaiah Berlin à ressusciter, je l'ai dit, des courants et des penseurs oubliés, mais également à nourrir la philosophie par ses marges à travers le rôle que joue dans son œuvre le judaïsme, la Russie ou la littérature. Et cette vision des choses jette, on le verra, une lumière nouvelle sur les aspects les plus controversés de son œuvre, depuis, donc je l'ai dit, le reproche souvent fait de l'empathie qu'il manifesterait à l'égard de courants de pensée radicaux, jusqu'à l'accusation de relativisme formulée à l'égard de sa pensée. La réouverture de la philosophie par l'histoire des idées conduit Isaiah Berlin à ressusciter des auteurs oubliés ou volontairement occultés parce que stigmatisés comme anti-modernes, mais également à porter un regard nouveau sur des objets, au contraire très investis à l'époque, comme le romantisme. Ce que Isaiah Berlin démontre à travers la lecture de ce qu'il nomme par exemple les contre-lumières, et la manière dont est mis en échec un principe moniste d'explication de l'histoire. Chaque époque, dit-il, voit s'affronter différentes visions du monde qui toutes ont une forme de légitimité et dont aucune ne peut en réalité s'affirmer supérieure aux autres. S'ils sont plus sympathiques à l'esprit libéral qu'est Isaiah Berlin, les penseurs des Lumières, que ce soit Helvétius, Voltaire, Condorcet, d'Holbach, présentent également à ses yeux un visage dogmatique. Leur rationalisme et la croyance au progrès élevé au rang de dogme les conduit à imposer une vision du monde, là où, au contraire, pour lui, leurs opposants des contre-lumières se montreraient davantage sensibles à l'idée d'une histoire chaotique et soumise aux écarts dans lesquels l'entraînent les actions des hommes. Et vous savez que parmi les penseurs contre-révolutionnaires auxquels s'est intéressé Berlin et dont il a en quelque sorte exhumé l'œuvre, figure notamment Joseph de Maistre, dont il fait l'ancêtre des courants totalitaires. Et il est d'ailleurs significatif de ce point de vue que le premier essai qu'il lui consacre soit contemporain donc de l'article dont je parlais tout à l'heure sur la notion d'histoire scientifique. Alors aujourd'hui, évidemment, la présentation qu'il donne de l'œuvre de Maistre sonne de façon assez conventionnelle. On n'en est plus à redécouvrir Joseph de Maistre, et Antoine Compagnon, ici présent, le sait mieux que quiconque. 2 points, en revanche, me semblent faire particulièrement écho aux écrits d'Isaiah Berlin dans la lecture qu'il donne de Maistre. D'une part, donc, je l'ai dit, la réaction de Joseph de Maistre à l'optimisme de la pensée des Lumières et la manière dont il combat la marche ordonnée de l'histoire vers la réalisation du progrès de l'humanité, mais plus encore, je crois, la sensibilité aux événements
qui accompagne la description par Maistre de l'œuvre de la providence divine et de cette marche inéluctable vers la chute de l'humanité. Ce que met en place la vision mestrienne de l'histoire dans ses considérations sur la Révolution française et plus encore dans ses soirées de Saint-Pétersbourg n'est en effet pas une simple dialectique, mais l'expression de cette capacité de l'historien à tisser en un fin réseau l'ensemble des motifs de l'activité humaine. Je cite un passage de l'article consacré à Joseph de Maistre. Maistre cherchait la réponse dans la religion révélée et dans l'histoire comme incarnation du schéma intérieur que, dans le meilleur des cas, nous discernons par intermittence, en nous inscrivant dans la charpente de la tradition de notre société, de ses modes de perception, d'action et de pensée, hors desquels il n'y a pas de vérité. L'idée de tradition, à laquelle se réfère ici Maistre, joue le rôle de ce schéma intérieur, de cette familiarité grâce à laquelle les individus entrent dans le monde de ceux qui les ont précédés et sont aptes, en quelque sorte, à en percevoir les véritables enjeux. Les contre-lumières proposent donc une vision du monde qui n'est pas moins légitime que celle proposée par les partisans de la Révolution, dès lors évidemment qu'on la juge non pas à l'aune d'un projet politique, mais des accidents de parcours qui surgissent lors de toute mise en œuvre d'une action collective. Ceci explique donc l'attention qu'Isaiah Berlin, et je crois qu'il est l'un des tout premiers, peut-être le premier à le faire, accorde au style et à la formule de Maistre, attention à laquelle font écho aujourd'hui ceux qui vantent la beauté et le lyrisme des soirées de Saint-Pétersbourg. Car il n'est pas de sensibilité aux différents contextes de l'histoire qui ne s'incarne dans l'attention que l'on prête, et je cite, aux nuances que les mots et les expressions acquièrent dans des contextes différents, aux variétés et aux inadéquations de la pensée et du langage. Ce que Maistre perçoit, en fait, au-delà d'une raison desséchante, ce sont ces éléments qu'Isaiah Berlin a lui-même ajoutés au pouvoir d'analyse formelle du langage et qui constituent l'intérêt des idées, ce qui forme les idées, ce dont il était question ce matin dans l'exposé sur Lovejoy, c'est-à-dire ces émotions, ces sentiments, ceux qui fondent en fait la nature humaine. Je cite encore, « Analyser précisément les associations et les connotations des mots que nous employons n'est pas possible, s'en débarrasser est suicidaire. » Et Berlin d'ajouter, « Chaque époque a sa propre vision. Expliquer et plus encore juger le passé dans les termes de nos propres valeurs contemporaines transformera et a souvent transformé l'histoire en un tissu d'absurdité. » La conclusion de Berlin, qui fait de Maistre, et c'est la grande idée en fait qu'ont retenu des historiens comme Zef Sternel, le précurseur du totalitarisme, n'est pas exactement, me semble-t-il, ce qu'il faut en retenir. Ou du moins, je dirais qu'il me semble que son jugement est moins anachronique et plus subtil. En fait, ce qu'il dit, c'est que Joseph de Maistre, et il emploie ce terme, aurait visualisé la société totalitaire. Il me semble que ce terme de visualisation contient deux choses. D'une part, il fait effectivement allusion au fait que la vision maestrienne de l'ordre social ne peut être acceptée de ceux qui accordent le moindre prix à la liberté humaine, et je ne voudrais pas du tout l'entraîner du côté de Maistre, mais il revient une fois de plus sur la capacité qui est celle de Maistre à capter l'existence, je cite, d'un réseau inextricable d'êtres humains faibles, pécheurs, désarmés, déchirés par des désirs contradictoires, tirés de ci, de là par des forces trop violentes pour qu'ils les contrôlent, trop destructrices pour qu'aucune confortable formule rationaliste pût les justifier. Capacité donc à se faire historien de la société, qui l'a conduit, dit-il, à imaginer, à littéralement mettre en image la violence qui se déchaînerait au XXe siècle.
Alors, dernier point de cet exposé, c'est l'idée que cette réouverture finalement de la philosophie à l'aide de l'histoire des idées n'opère pas seulement par la redécouverte d'auteurs oubliés comme Vico ou Maistre, mais également à travers une réflexion sur sur la façon dont on peut repérer les changements de paradigme. Et cette réflexion s'inscrit, je l'ai dit, dans les débats contemporains des réflexions de Luhmann ou de Thomas Kuhn. Ainsi, je crois, faut-il comprendre le regard qu'il porte notamment sur le romantisme, d'autant plus intéressant qu'on peut le rapprocher des bouleversements qu'imprime à la même époque la vision de quelqu'un comme Bénichou. Comment passe-t-on, en fait, dans l'histoire de l'humanité, d'un paradigme à l'autre? À quelle dynamique, finalement, obéit cette histoire des idées? On se souvient que dans son article sur la notion d'histoire scientifique, Isaiah Berlin avançait l'idée que les catégories fondamentales de l'expérience humaine font apparaître en fait des concepts et que ce sont ces concepts qui nous permettent d'analyser le monde dans lequel nous vivons. Et il arrive même, d'ailleurs, très souvent, dit-il, que ces concepts qui étaient inconscients donc, parviennent à notre conscience. Et le lien qui les unit à notre expérience du monde est tel, il est à ce point profond, que leur seule modification, finalement, implique une révolution complète dans nos représentations. C'est, dit-il, ce qu'ont accompli Vico, Kant, Marx et Freud, et c'est la raison pour laquelle nous les considérons comme des génies. La révolution romantique constitue à ses yeux un de ces tournants, le troisième, d'après lui, après la période qui va de la mort de Socrate à la montée du stoïcisme, et puis un second tournant qu'il signale autour de l'œuvre de Machiavel. Le romantisme marque en effet l'émergence, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, d'un nouveau concept de vérité. Et donc il a toute une démonstration pour expliquer la manière dont Kant a été le premier à ébranler l'édifice épistémologique, puisque c'est à partir de la lecture de ses écrits que les auteurs romantiques ont tiré l'idée selon laquelle les valeurs auxquelles nous adhérons ne nous préexistent pas, mais sont l'objet d'une création de l'esprit. Et Berlin prend notamment l'exemple de Fichte et de la manière dont il développe, en fait, contre Kant, sa notion d'impératif catégorique, en identifiant, dit-il, l'essence de l'homme non plus à la raison, mais à la volonté. Cela permet de comprendre, selon lui, comment la plupart des grands séismes politiques des XIXe et XXe siècles prennent naissance dans le sentiment de la vie intérieure qu'exalte le romantisme. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire pour prétendre embrasser l'ensemble du spectre intellectuel au sein duquel se déploie l'œuvre d'Isaiah Berlin et donner à l'histoire des idées telle qu'il la conçoit l'ampleur intellectuelle qui est la sienne. Il me semble que si celle-ci nous parle aujourd'hui, au-delà même, je dirais, des velléités actuelles qui s'efforcent de reconsidérer, de faire bouger les frontières entre philosophie analytique et philosophie continentale, jetant un nouveau regard sur notre propre tradition intellectuelle et sur le moment des années 50-60, interrogeant la philosophie depuis ses marges, qui sont d'ailleurs aussi celles de l'histoire, c'est, me semble-t-il, parce que, en plaçant l'histoire des idées au centre d'une exigence morale et politique, Isaiah Berlin nous encourage à reconnaître que les combats des historiens des idées ont aussi la grandeur d'un engagement humaniste, qu'il reste utile de le lire. Je vous remercie.